Bon, écoutez, nous avons le quorum. Ce que je vous propose, c'est que nous commencions ce conseil municipal. Je vais nommer ou proposer un secrétaire. Monsieur Comparo, êtes-vous d'accord? Très bien, donc Monsieur Comparo, secrétaire. Et je vais donc procéder à l'appel. Madame Karine Bastier. Présente. Monsieur Alain Comparo. Présent. Madame Marie-Claude Gué, pouvoir à Madame de Almeida. Monsieur Jean-Raphaël Cessa. Présent. Madame de Almeida. Présente. Monsieur Philippe Mouchard. Présent. Madame Malika Ouaziz, pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur Florent Votor. Madame Laurine Daouyabel. Madame Maximilienne Defont. Madame Hélène Mèche. Monsieur Zitouni Kerkaden, je l'ai vu. Monsieur Ngombe, pouvoir à Monsieur Cessa. Monsieur Rowe, pouvoir à Madame Bastier. Madame Mathilde Daouyabel. Monsieur Francis Grivard. Monsieur Claude Tranet. Madame Lise Songving, pouvoir à Monsieur Cessa. Monsieur Hubert Salmon. Ah ben voilà. Monsieur Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Philippe Mouchard. Madame Stéphanie Godefroy, pouvoir à Madame Bastier. Madame Virginie André. Présente. Très bien. Monsieur Abdarazak Nari. Madame Cindy Domingos. Madame Pauline Glaume. Elle est présente. Monsieur Philippe Chrétien. Madame Martine Aubry, pouvoir à Monsieur Prouez. Madame Myriam Lambert, pouvoir à Monsieur Chrétien. Monsieur Prouez. Monsieur Olivier Sangoy, pouvoir à Madame Lincel. Madame Lincel. Madame Lincel. Très bien. Et Monsieur Adil Valentine Bouafa. Parfait. Très bien, donc nous avons bien le quorum. Donc là, avant de commencer ce conseil municipal, je voulais vous dire que nous avions 2 questions orales qui donc seront lues en fin de séance. Donc il y en a une de Madame, les 2 sont de Madame Aubry, voilà, mais ça sera lu, je pense, par Madame, enfin donné par Madame Lincel, c'est ça? Ah ben ça sera à la fin. Voilà. Et nous avons un amendement oral qui a été émis lors de la commission et qui a été émis par Madame Lincel. Donc finalement, vous pourrez, mais là on le fera au moment de la délibération. D'accord? J'ai rien oublié, tout est bon? Bon, on va pouvoir commencer alors. Donc... Le premier point, c'est l'approbation du conseil municipal, du procès verbal du conseil municipal. Ah, il y a la décision du maire d'abord. Les décisions du maire, il n'y a pas de vote, je vous le rappelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions qui vous ont été présentées? Et ce sont les décisions depuis le précédent conseil municipal. Pas de questions? Parfait. On passe donc au procès verbal du conseil municipal du jeudi 19 mai 2022. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, donc là il y a un vote. Qui est pour? Unanimité, merci chers collègues. Et nous passons donc à la délibération numéro 1 qui va être présentée par Monsieur Alain Comparo et qui concerne un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de La Curemerie. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre des relations ville-CCAS, il est habituel que la commune mette à disposition de moyens et services du CCAS, locaux, services, véhicules. Dans le cadre de la commande publique, la ville de La Curemerie s'est engagée dans une démarche d'optimisation de la performance de l'acte de l'achat public, ce qui se traduit aussi par la rationalisation et la mutualisation des procédures de la commande publique.
Par ailleurs, les services ressources de la ville apportent régulièrement leur appui au Centre communal d'action sociale et notamment le service commande publique de la ville. Compte tenu de ces éléments, la ville de Laqueuille-en-Brie et le CCAS de Laqueuille-en-Brie constituent un groupement de commandes pour la durée du mandat du conseil municipal en vue de la passation de marchés publics conformément au dispositif des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique. Cette procédure vise à assurer la mutualisation des achats afin d'optimiser les procédures et réduire les coûts de gestion, améliorer l'attraction de l'appel d'offres, encourager les candidats et agir sur les prix. Le groupement de commandes permanent n'a pas la personnalité juridique, il agit au nom et pour le compte de ses membres. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes entre la ville de Laqueuille-en-Brie et le CCAS de Laqueuille-en-Brie sont formalisées dans une convention constitutive jointe à la présente délibération. Ainsi, la ville de Laqueuille-en-Brie est désignée coordonnateur du groupement et aura la charge de coordonner la préparation des marchés publics en accord cadre, de mener la procédure de passation des marchés et de prendre en charge les procédures relatives aux modifications ou à la résiliation des marchés et apporter un conseil juridique, financier et technique dans l'exécution des marchés. L'exécution des marchés relevant de la responsabilité de chacun des membres du groupement. Donc c'est le sens de cette délibération. Merci Alain. Y a-t-il des questions sur ce sujet relativement simple? Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci, unanimité. Nous passons à la délibération numéro 2, qui est la mise à jour des tableaux d'effectifs, et nous commençons par les suppressions de postes. Alors, donc c'est Alain. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, dans le cadre des recrutements et nominations présentés précédemment, il s'agit donc de procéder à l'actualisation du tableau des effectifs et de supprimer les postes. Il est donc proposé de supprimer les postes sur la filière administrative, donc un attaché, un rédacteur et un adjoint administratif. Sur la filière technique, nous avons un agent de maîtrise et 2 adjoints techniques. Pour la filière sociale, nous avons un éducateur de jeunes enfants. La filière sportive, donc nous avons un conseiller des APS, donc activités physiques et sportives, un éducateur des APS, un éducateur des APS de 2e classe à temps non complet. Et pour la filière municipale, nous avons donc 2 gardiens brigadiers. Toutes ces suppressions ont été bien évidemment évoquées lors du dernier comité technique qui s'est tenu donc le 20 juin dernier. Avez-vous des questions ? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Donc, 6 voix contre. Alors, passons maintenant au tableau à la délibération numéro 3, qui est effectivement un tableau des effectifs, mais là, c'est des créations de postes. Effectivement, il s'agit de création de postes sur la filière administrative, donc nous avons un attaché principal. Sur la filière sociale, nous avons un éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. Sur la filière sportive, nous avons un éducateur des APS de 1re classe à temps complet. À temps non complet, pardon. Filière animation, vous avez 2 adjoints d'animation principaux de 2e classe. Et sur la filière police municipale, 2 brigadiers chefs principaux. Même chose, c'est quelque chose qui a été évoqué lors du dernier comité technique. Des questions? Pas de questions. Qui est pour? Unanimité, merci, chers collègues. La délibération numéro 4, c'est la liste des emplois communaux pour lesquels un logement de fonction peut être concédé dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, mais avec aussi astreinte. Effectivement. C'est toujours toi. C'est toujours moi. Je continue. Donc, le décret 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement pour l'État a modifié les conditions d'attribution des logements de fonction.
Au nom du principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques, ce texte s'applique aux collectivités territoriales. Il existe toujours 2 types d'attributions principales de logements de fonction, les mises à disposition de logements par nécessité absolue de service et les conventions d'occupation précaire avec astreinte. Il n'existe pas de logement de fonction attribué au titre de la nécessité absolue de service au sein de la collectivité. La convention d'occupation précaire avec astreinte peut être accordée à l'agent tenu d'accomplir un service d'astreinte, mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service. Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d'une redevance par l'agent bénéficiaire. Cette redevance doit être égale à minima à la moitié de la valeur locative réelle des locaux occupés. Elle fait l'objet d'un précompte mensuel sur la rémunération de l'agent logé. Ce dernier doit également prendre à sa charge les frais d'électricité, d'eau, gaz, ainsi que les impôts et taxes liées au logement. Le tableau ci-dessous arrête donc la liste des emplois communaux donnant lieu à la concession d'un logement de fonction par convention d'occupation précaire avec astreinte. Donc les emplois concernés, c'est l'ensemble des métiers de la collectivité sous réserve de la compatibilité avec le cycle de travail. Les obligations liées à l'emploi, donc c'est l'ouverture, fermeture, surveillance du site durant le week-end, préparation des terrains et des vestiaires, entretien des parties communes. Donc l'adresse du logement, il s'agit donc du stade de Baran, route de Combeau. Le montant de la redevance est donc fixé à 54% de la valeur réelle locative. Le deuxième logement concerné, lui, a l'obligation liée à l'emploi, c'est l'ouverture, fermeture, surveillance du site durant le week-end. Il s'agit donc du stade Léo-Lagrange, route de Villiers. Le montant de la redevance, lui, est à 66% de la valeur réelle locative. C'est le sens de la délibération. Avez-vous des questions, Madame Linsel? Oui, je voulais savoir pourquoi les montants de redevance étaient différents. Alors tout simplement parce que les activités qui sont exigées, enfin je dirais les obligations liées à l'emploi qui est au stade Baran sont plus importantes que celles du stade Léo-Lagrange et ces astreintes étant plus importantes, donc du coup on a réduit le pourcentage. C'était un compte si vous voulez de l'astreinte, de la contrainte on va dire. C'est l'explication. Donc vous parlez d'astreinte ou de contrainte. Moi, enfin, si le monsieur a plus de tâches, ça devrait faire partie plutôt de son salaire et d'avoir un peu plus sur son salaire parce qu'il a plus d'activités. Oui, mais il a effectivement des astreintes qui vont lui être payées pour cette activité-là, mais il a une valeur locative qui est inférieure. Pour celui qui est au stade Léo-Lagrange, il a beaucoup moins, vous pouvez bien le voir, que l'obligation, si vous voulez, est beaucoup moins importante, en tout cas liée à l'emploi, ce qui explique les 66%. On essaye d'être sur un juste équilibre par rapport aux missions de l'un et de l'autre. D'ailleurs, vous avez dans obligations liées à l'emploi une différence quand même significative entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire entre Baran et Baran et Léo-Lagrange. On a quand même beaucoup plus de contraintes sur Baran. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Très bien, unanimité, merci. Alors, nous passons maintenant au 5, à la 5e délibération, qui porte sur les garanties accordées en matière de protection sociale complémentaire. C'est toujours Anna de Almeida. C'est toujours moi. C'est ta soirée, c'est bien. Oui, mais bon, il y a des soirées comme ça. Alors, donc je poursuis. Alors, donc, nous avons donc la distinction. Alors, le premier point, la distinction entre la prévoyance et la santé. La protection sociale complémentaire comprend 2 volets, la santé et la prévoyance. Le risque santé concerne le remboursement complémentaire en plus de l'assurance maladie de base, des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Le risque prévoyance, donc le maintien de salaire, concerne la couverture complémentaire relative à la perte de salaire liée aux risques suivants: incapacité de travail, invalidité, inaptitude, décès des agents. Un rappel du cadre juridique. Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement au contrat de leurs agents. Le dispositif précisé dans un décret d'application, donc le numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer au contrat dans le cadre de 2 dispositifs. La convention de participation financière. L'employeur propose un contrat collectif à adhésion facultative à ses agents. La labellisation, employeur verse à ses agents un montant forfaitaire sous condition de fourniture d'un justificatif prouvant que l'agent est adhérent à un contrat labellisé.
Actuellement, la participation de l'employeur est facultative, tout comme l'adhésion des agents. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 pose l'obligation pour l'employeur de participer financièrement donc au PSC, l'obligation qui est détaillée dans l'ordonnance de 2021-175 du 17 février 2021. En matière de santé, l'obligation à compter du 1er janvier 2026, la prise en charge ne pourra être inférieure à 50% d'un montant de référence fixé à 30 € par mois, ce qui correspond à une prise en charge de 15 € par mois. En matière de prévoyance, l'obligation à compter du 1er janvier 2025, la prise en charge ne pourra être inférieure à 20% d'un montant référencé fixé à 35 € par mois par le décret 2022-581 du 20 avril 2022, ce qui correspond à une prise en charge de l'employeur au moins égale à 7 € par mois. Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d'une couverture assurantielle et garantissant contre la précarité et de s'aligner avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. Pour rappel, en matière de prévoyance, un fonctionnaire en cas de maladie ordinaire est rémunéré 3 mois à 100%, puis 9 mois à 50%. Un agent contractuel de droit public, sous réserve de son ancienneté, en cas de maladie ordinaire, après 4 mois de service fait, a droit à 1 mois plein traitement et 1 mois à demi-traitement. L'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021 prévoit également la tenue d'un débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire. Il s'agit d'un débat sans vote qui a pour but d'informer sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026. C'est dans ce cadre réglementaire que le présent débat est proposé. Alors, les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire sont pour le salarié. La protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu notamment de l'allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer les arrêts maladie prolongés et ou répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à des soins coûteux entraîne des difficultés de tout ordre. L'objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction publique territoriale, à l'instar des salariés du privé aujourd'hui. Pour les employeurs territoriaux, il s'agit d'une véritable opportunité de valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une dynamique positive et accroissent l'attractivité des emplois qu'elles ont à pourvoir. In fine, l'objectif est de garantir la qualité du service aux habitants de leur territoire. Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concourt à limiter la progression de l'absentéisme. Les dispositifs proposés, voici les différents dispositifs. Conclure une convention de participation avec un organisme de protection à l'issue d'une procédure de mise en concurrence des offres avec les mutuelles et unions, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance. Participer directement au financement sur la base d'un contrat labellisé souscrit par l'agent. Adhérer aux conventions de participation souscrites par les centres de gestion. Les collectivités ont la possibilité, dans le cas d'un accord collectif ou majoritaire avec les représentants du personnel, de souscrire à un contrat collectif de protection complémentaire pour la couverture de tout ou partie des risques en matière de santé et de rendre l'adhésion des agents obligatoire en précisant les cas dans lesquels certains agents pourraient être dispensés de cette obligation. Le calendrier. Donc, la date d'effet de l'ordonnance est du 1er janvier 2022. Le décret d'application précisant les montants de référence, lui, date du 20 avril 2022. L'obligation de mise en œuvre d'une participation en prévoyance est prévue donc pour le 1er janvier 2025. Et l'obligation de mise en œuvre d'une participation obligatoire en santé est, quant à elle, prévue pour le 1er janvier 2026. La ville souhaite donc conduire une étude en interne auprès des collaborateurs. Une consultation des agents par le biais d'un questionnaire est envisagée afin de disposer d'un panel de données qui permettra à la collectivité de soumettre des propositions à l'autorité territoriale. Au-delà des éléments présentés, le débat peut porter sur les éléments suivants. Les enjeux de la protection sociale complémentaire, donc accompagnement social, arbitrage financier, articulation avec les politiques de prévention, attractivité. La nature des garanties envisagées, le niveau de participation et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre dans notre collectivité. Voilà, c'est le sens de cette lecture. Très bien. Merci, Anna. Donc, comme vous avez pu le constater, même si c'est marqué délibération, c'est parce qu'il y aura quand même une délibération qui donnera acte qu'il y a bien eu un débat. Il s'agit d'un débat, donc il n'y aura pas de vote, mais nous attendons vos questions et vos remarques,
qui vont être notés de façon à ce qu'on amorce déjà la mise en place, pour le moment où ça sera nécessaire, des premières remarques et des premières questions qui ont été posées. Donc, je vous passe la parole et qui veut commencer ce débat? La porte est grande ouverte, mais bon. Madame Linsel. Aujourd'hui, c'est moi. Moi, la seule question que j'ai posée, parce que c'est très bien de faire une prévoyance, hein, enfin, je trouve ça bien, c'est de me dire, vous allez l'appliquer qu'à partir du 1er janvier 2025 et l'autre 2026. Vous n'avez pas essayé de vouloir l'appliquer plus tôt? Écoutez, tout va dépendre de beaucoup de choses. Vous savez que on n'est pas toujours maître de certaines choses en matière de budget et notamment surtout en matière de RH. Nous venons d'apprendre, bon, c'est très bien, parce qu'en fait ça va faire plaisir au personnel, mais nous venons d'apprendre qu'il y a une augmentation de 3,5%, alors on ne sait pas si ça sera 1er juillet ou si ça sera 1er août, mais enfin toujours est-il que ces 3,5%, sur une année, ça revient à peu près à 250 000 euros, si je ne me trompe pas, en gros, et que si c'est 1er juillet, ça fait 125 000 de non prévus sur le budget 2022, et ça veut dire qu'il faudra intégrer déjà 250 000 euros dans le budget 2023. Tout ça répond en quelque sorte à votre question. Nous sommes déjà à près de 9 millions de masse salariale. On va passer largement au-dessus des 9 millions avec ces 3,5%. Je pense que on va peut-être pas non plus faire trop de forcing. Si on a la possibilité de le faire avant la date butoir, on le fera. Si malheureusement on n'a pas la possibilité, on le fera pas. Parce qu'en fait, il faut quand même déjà assumer ce qui existe déjà. Si on n'est pas capable d'assumer ce qui existe déjà, ça sera compliqué, quoi. Voilà. Mais enfin bon, ça serait bien si on pouvait le faire avant. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que ça sera fait avant. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Mais c'était une très bonne question. Pas de questions, pas de remarques? Bon, alors est-ce que le peu qu'on vient de faire, là, vous considérez que le débat a eu lieu? Oui? Très bien. Bon, écoutez, restons républicains, hein, donc ne soyons pas plus royalistes que le roi. Ok, donc nous sommes maintenant sur la délibération numéro 6. Il s'agit de la charte foncière du territoire de l'Arqueboisé. Je vais passer la parole à Mathilde Daougabel. Du coup, l'objet, c'est l'autorisation donnée à Monsieur le maire de signer la charte forestière du territoire de l'Arqueboisé pour les 5 ans 2021-2026. Donc, comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'on la vote. Donc ça a été créé, les chartes forestières ont été créées en 2001 par la loi d'orientation sur la forêt et ont permis de relancer la réflexion sur la place de la forêt en milieu périurbain. L'élaboration d'une charte forestière du territoire de ça a été initié en 2002 en partenariat avec l'Office national des forêts. Et du coup, ça a permis l'élaboration de la charte forestière du territoire de l'Arqueboisé. En 2004, il y a eu une première signature et là, on vous propose de signer la quatrième, je crois que c'était la cinquième, mais donc la quatrième. Oui, non, la quatrième, c'est bien la quatrième charte forestière. Donc, dans un contexte qui a été élaboré dans un contexte inédit, celui de la crise sanitaire. Effectivement, on faisait nos réunions, pas dans la forêt, bref. Alors, ensuite, donc, le massif de l'Arqueboisé, c'est donc les forêts de la Grange, de Grosbois et Notre-Dame. Donc, c'est entre le Val-de-Marne, Seine-et-Marne et l'Essonne, pour 3000 hectares. Et donc, c'est des forêts publiques. Et un petit bout de forêt privée, mais pas beaucoup. Donc, le conseil municipal a, le 16 décembre 2015, autorisé Monsieur le maire à signer la troisième charte, qui arrive à son terme en 2020. Son renouvellement a donc été engagé sous la maîtrise d'ouvrage du département du Val-de-Marne, avec un cofinancement de l'État et du FEDER, dans le cadre de la mesure de soutien pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement du programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France. La charte 2021-2026 se décline en 4 enjeux, 12 objectifs et des actions dont certaines identifiées comme prioritaires. Cette charte formalise ainsi la volonté des différents acteurs de préserver le patrimoine forestier de l'Arqueboisé. La mise en œuvre de la charte se traduit par un dispositif de gouvernance et de moyens de communication définis. Les signataires de la charte s'engagent donc à
continuer à protéger et restaurer le massif, un arc boisé préservé, mettre davantage en lien le massif avec son territoire, un arc boisé qui s'étend sur la ville, amplifier la vocation éducative, un arc boisé au lieu de sensibilisation à la gestion durable et multifonctionnelle du massif, promouvoir et valoriser, un arc boisé accueillant pour ses habitants et ses visiteurs. Une grande partie du territoire de la Cambrie est compris dans le territoire de l'Arc-Boisé, 439 hectares. Et il semble donc intéressant de poursuivre, en concertation avec tous les autres acteurs, l'action engagée dans la protection de la forêt et des milieux naturels attenants. C'est le sens de la présente délibération qui a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte forestière du territoire de l'Arc-Boisé pour la période 2021-2026. Merci Mathilde. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette convention, tout au moins cette charte forestière du territoire de l'Arc-Boisé pour 2021-2026, c'est-à-dire pour les 5 ans à venir? Madame Linsel, ben oui, mais je vous en prie. C'est vraiment ma soirée. Juste, bon, on en a discuté parce qu'on a eu une commission d'urbanisme et on a eu des éclaircissements ou des points. La seule chose que je voulais dire, c'est de nous donner le soutien à tous les services de l'ONF qui sont en situation précaire actuellement, hein, avec beaucoup de disparitions. On nous a confirmé qu'ils avaient quand même beaucoup travaillé sur ce dossier et qu'ils avaient acté de vouloir mettre tous les enjeux et tous les objectifs au point dans cette charte. Donc voilà, c'était surtout pour dire que nous voulons, enfin moi, après je pense que nous aussi, hein, voulons soutenir vraiment les agents des services de l'ONF. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin d'être. Des participants au repas des associations que nous faisons chaque année, vous vous rappelez donc, association donc pour l'année 2022, là, cette fois-ci. Et donc la parole était à Madame Gué, qui n'est pas là. Donc, je vais... Hein, tu veux le faire? Vas-y, fais-le alors. Très bien. Donc la présente délibération a pour objet de fixer les tarifs du repas des associations du samedi 1er octobre 2022. Ce traditionnel rassemblement annuel organisé par la municipalité a pour objectif de rencontrer les associations caudassiennes. La municipalité profite de ce moment privilégié pour saluer l'engagement et le dynamisme des bénévoles des associations dans l'animation de la ville tout au long de l'année. Comme les années précédentes, il est proposé d'offrir le repas à 2 personnes, membres du bureau directeur, des associations caudassiennes concernées. Et elles pourront inscrire toute personne qu'elles jugeront nécessaire, moyennant un prix de 15 € par personne. Une somme de 15 € pour le repas sera également demandée aux élus municipaux participant à cette manifestation ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent. Proposition est faite de délibérer sur les tarifs suivants. Donc, gratuité pour 2 membres du bureau directeur des associations caudassiennes, 15 € par personne pour les autres participants. C'est le sens de cette délibération. Avez-vous des questions sur cette délibération qui est maintenant régulièrement présentée au conseil municipal chaque année? Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci chers collègues. Là, c'est la fixation maintenant de la participation des usagers à la course sportive et à la Kodacolor. Et donc là, nous sommes dans le sport, donc Florent est là. Voilà. Merci, monsieur le maire. À toi, Florent. Bien, la municipalité confirme le rendez-vous annuel de la Kodacolor qui est fixé au dimanche 25 septembre 2022 et se déroulera, comme d'habitude, au Robert Barran. L'événement se compose de 2 parcours avec 2 départs différés. Un premier départ, une course sportive de 10 km, et un deuxième départ pour un parcours pédestre coloré de 4 ou 5 km. Ce parcours se veut bien évidemment convivial, festif et intergénérationnel. Les départs et les arrivées de ces courses se feront au stade Robert Barran, comme je viens de le dire. Les coureurs emprunteront les routes et les chemins forestiers sécurisés pour l'événement.
Une inscription préalable sera nécessaire avec un certificat médical obligatoire attestant l'aptitude à courir pour le premier départ. Et donc, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les tarifs, nous vous proposons de garder les mêmes tarifs que l'année dernière, à savoir que pour la course sportive, pour les Kodassiens, c'est 10 €, et les extérieurs, 12 €, et pour la Kodacolor, 5 € adultes, 3 € pour les enfants, pour les Kodassiens, et pour l'extérieur, 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. En ce qui concerne les bénévoles, le tarif reste le même, 3 € avec le kit. Donc, vu le succès grandissant de cette manifestation, il est proposé de bloquer les inscriptions à 600 participants pour le second départ, c'est-à-dire la Kodacolor. Cela permettra de prévoir la poudre en quantité suffisante et de garder ainsi une qualité et une convivialité nécessaires à un événement de cet ordre. C'est le sens de la délibération. Merci Florent. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques, donc je propose de voter. Qui est pour? Unanimité. Merci, chers collègues. Alors, nous avons maintenant la délibération numéro 9, qui est toujours une fixation de participation. C'est pour la tenue d'un stand au Salon des collectionneurs. Si Madame Gay veut bien... pardon, Monsieur Comparo veut bien présenter... Donc, la municipalité propose cet événement pour la deuxième année consécutive qui a vocation de rayonner au-delà de la ville de la Quéambrie. Ce salon est construit en partenariat avec les villes du PASCOP, qui sont un relais de communication sur l'événement. Donc, les thématiques et éléments qui sont proposés à la vente sur ce salon sont les suivantes: la musique, vinyle, la littérature, livres anciens et collections, marque-page, la cartophilie, les cartes postales, la numismatique, des pièces de monnaie et médailles commémoratives, la philatélie, la fabophilie, la placomusophilie, et l'autophilie, de voitures miniatures, mais attention, anciennes de collection, Dinky Toys, 1934, du Royaume-Uni, Majorette 1961 de France, et les Norev 1945, ça me rappelle toute ma jeunesse. Spins aussi. Ce salon sera organisé le dimanche 29 janvier 2023 de 9h à 17h à la Halle des Violettes. Les renseignements et les inscriptions se feront au guichet unique de la mairie le lundi 12 septembre 2022 au samedi 14 janvier 2023. L'inscription sera définitive après, donc le paiement de l'emplacement, la présentation d'un justificatif de domicile et la signature du règlement intérieur annexé au projet de délibération qui rappelle les grandes lignes de l'organisation du salon avec les obligations et les engagements des exposants, la description des objets destinés à la vente, les modalités d'inscription et les attributions et les agencements des stands. Les tarifs sont les suivants. Un emplacement, table de 1,83 m, 5 € pour les Kodassiens et les habitants des villes du PASCOP, sur présentation d'un justificatif de domicile. Pour les extérieurs hors PASCOP, le même emplacement sera facturé 10 €. C'est le sens de cette délibération. Merci Alain. Y a-t-il des remarques, des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Très bien, merci. Unanimité. Alors maintenant, nous avons des règlements intérieurs. Ça correspondra donc aux délibérations 10, 11 et 12. Donc règlement intérieur pour l'école d'abord de danse moderne jazz, des cours de danse de salon, la deuxième, et de l'atelier d'art, la troisième. Donc il y a une note explicative unique pour les trois délibérations. C'est toujours Madame Gay, donc tu prends. Ok.
Donc, les structures culturelles de la ville de la Cuambrie accueillent des enfants et des adultes pour les former sur différentes disciplines artistiques. Un règlement intérieur permet à chacune de ces structures d'organiser leur fonctionnement et l'évolution des élèves dans chacune des disciplines enseignées. Les règlements intérieurs de l'école municipale de danse moderne, jazz, des cours de danse de salon et de l'atelier d'art municipal nécessitent une précision sur la gratuité du premier cours d'essai offert à chaque élève avant toute inscription définitive. C'est le sens de cette délibération. Ça sera une observation sur l'ensemble des autres, hein, parce que c'est les mêmes choses. Ouais. C'est bien pour ça. Bon, voilà. Comme ça, on la fera avant et puis après. Qui est pour cette délibération? Vous êtes pour? Non, ah, d'accord. Bon, parce que je ne voyais pas, petit doigt là, je ne voyais pas. D'accord. Donc pour l'école de danse, c'est comme ça. Alors pour la danse de salon, c'est la même note explicative. Est-ce qu'il y a des remarques qui seront valables pour à la fois la première et puis pour la dernière? Madame Lincel. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Je prends mon accent du Nord. Toute l'année commencée est due dans son intégralité, mais on en avait déjà discuté parce qu'il y avait eu des conventions de fait. Aucun remboursement pourrait être effectué au début par rapport après les débuts des cours. Enfin, nous, ça pose problème pour des questions de justification. Si quelqu'un tombe malade, par exemple, si quelqu'un viendrait à déménager en cours d'année et qu'il ne pourrait pas, voilà, quoi, tout le cours est dû, on a un peu de mal, quoi. Les choses en cas de force majeure, il n'y a pas. Excusez-moi. L'article 2 semble régler ce problème. Hein. Oui, tout à fait. Au moins le problème médicaux. Oui. Les absences peuvent être déduites ou remboursées pour des cause de raisons déménagement. médicales, pour votre deuxième élément également professionnel, ou pour cause de déménagement. Bon, bah, autant pour nous, alors, excusez-moi. D'accord. Ben, c'est le cas pour les trois. Donc on va pouvoir voter là. Donc, Oui. est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, pas d'autres remarques. Donc qui est pour? D'accord. Mais c'est de ma faute la première fois. D'accord, parce que j'ai été trop vite. Bon, très bien. Alors pour l'atelier d'art, eh bien c'est exactement la même chose. Donc, mais s'il y a des questions ou des remarques, non. Donc qui est pour? Parfait, merci. Unanimité. Alors, maintenant, il y a la 13, qui est donc la fixation des participations pour la tenue d'un stand à la foire d'automne de la ville de la Cuambrie. Et c'est madame... C'est Madame Oisise, remplacée par Monsieur. C'est toi? C'est Madame Oisise. Très bien. Eh ben, je vous en prie, cher maître. Donc l'objet est la fixation des participations pour la tenue d'un stand à la foire d'automne de la ville de la Cuambrie. Donc la municipalité a décidé de regrouper les foires portées par les services municipaux de l'enfance et la petite enfance, la PMI, afin d'optimiser les coûts d'organisation d'une telle manifestation et de pouvoir proposer aux Caudassiens un événement annuel d'envergure sur la ville. Les Caudassiens auront la possibilité, lors de cette foire, de vendre les objets d'occasion suivants en bon état. Des articles de puériculture, des vêtements enfants de 0 à 17 ans, des jouets d'hiver et des livres pour enfants. Cette foire sera organisée à la Halle des Violettes le dimanche 9 octobre 2022. L'accueil des exposants débutera à 8h jusqu'à 9h30 et ils devront partir pour 17h30. L'entrée des visiteurs sera gratuite entre 10h et 17h.
Le matériel nécessaire au bon fonctionnement de cette manifestation sera mis à disposition des exposants. Au vu de la capacité de la salle, 100 emplacements au maximum seront proposés, soit une table par emplacement et par personne, afin de respecter la distanciation sociale entre les exposants. Les renseignements et les inscriptions se feront au guichet unique de la mairie du 2 août au 1er octobre 2022. L'inscription sera définitive après le paiement des emplacements au tarif unique de 5 €, la présentation d'un justificatif de domicile, la signature du règlement intérieur annexé au projet de délibération qui rappelle les grandes lignes de l'organisation de la foire avec les obligations et les engagements des exposants, le descriptif des objets destinés à la vente, les modalités d'inscription et les attributions et agencements des stands. C'est le sens de la présente délibération soumise à votre examen et à votre approbation. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Pas de questions, pas de remarques. Donc, qui est pour? Unanimité, merci. Alors, nous arrivons donc à la 14, qui est la dernière, mais sur lequel il y a eu, lors de la commission vie scolaire enfance et petite enfance, je dirais un amendement verbal qui n'a pas été confirmé par écrit, mais à partir du moment où il a été évoqué à la commission, c'est sur le règlement. Et sur le règlement, il est proposé au titre 4. Je vous laisse peut-être le lire. Vous prenez le titre 4 et c'est donc l'article 8 sur lequel vous souhaitiez qu'il y ait une petite modification du contenu de la phrase. Après 3 absences non justifiées, ce qui est demandé actuellement, le conseiller devra fournir la preuve de son engagement. Nous, ce qu'on proposait, c'est qu'il devra exposer à ses collègues, comme ça c'est peut-être mieux, sa volonté de poursuivre le conseil municipal des jeunes. C'est-à-dire que vous souhaitez qu'on mette devra fournir la preuve de sa volonté de poursuivre son engagement, Voilà, c'est ça? de sa volonté Par de rapport poursuivre. à la preuve qui est finalement très court, qui n'est pas suffisamment complet. Oui, comme ça, Bon, personnellement, moi je trouve que votre proposition est plus adaptée à la situation. Donc s'il n'y a pas d'objection, moi je vous propose effectivement de faire la modification, c'est plus clair. Hein? Ah oui, mais la commission n'est pas décisionnaire. Hein. On pose l'amendement directement sur table, amendement voté par la commission, quoi. Oui, mais comme ça a été posé en commission, C'est comme ça qu'on fait je d'habitude. préfère que ça soit modifié. Voilà, comme ça au moins c'est clair et il n'y a pas de. Bon, s'il n'y a pas de problème, donc tout le monde est, je pense, est d'accord sur la délibération et surtout sur le règlement tel que modifié. Y a-t-il des modifications, enfin des questions nouvelles ou des remarques? Encore, oui. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'amendement, ça a à voir avec le conseil municipal des jeunes. On a lu que le conseil était public, donc je peux poser la question, ça serait gentil peut-être d'informer les gens pour qu'on puisse peut-être aller voir ce qui se passe. Que le conseil municipal et la plénière étaient publics. D'avoir une information de la date pour les gens qui ont envie de participer, donc. Juste une petite question, ça serait bien que Laurine présente sa note explicative. Peut-être aussi. Parce que là, je pense que... Oui, désolé. Voilà, je vous en remercie. Là, je vous ai pas suivi, là. C'est-à-dire qu'on a parlé de la délib, tout ça, et là on entame un débat sur une note explicative que Laurine n'a pas encore présentée, donc c'est embêtant. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Mais on est obligé, quand c'est un amendement, on est obligé de le faire avant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Bon, Laurine, est-ce que tu veux donc lire maintenant ta note explicative? Donc la délibération porte sur la création du conseil municipal des jeunes. Donc on a déjà depuis 6 ans un conseil municipal des enfants. Et l'idée, à la suite du Covid qui nous a empêchés de réunir le CME pendant
2 ans, a été de poursuivre sur les années de collège. Donc on vous propose la création d'un CME qui serait composé de 20 collégiens de 6e et de 5e, sur le même principe que le CME, c'est-à-dire avec des commissions thématiques et puis 2 réunions de conseils municipaux en séance plénière, donc qui effectivement sont publics. Et effectivement, comme on en a discuté en commission hier, il serait utile qu'on fasse une communication publique pour que l'ensemble de la ville puisse savoir qu'on fait des réunions plénières de ces deux conseils, conseil des enfants et conseil des jeunes, pour qu'effectivement ça soit réellement public. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions sur la note explicative? Pas de questions sur la note explicative. Donc il y a donc la délibération sur laquelle il y a eu un premier article qui est la création du conseil municipal et un deuxième sur lequel il y a eu le règlement intérieur sur lequel on a fait une toute petite modification. Pas d'autres remarques? On peut voter. Donc qui est pour? Mais on l'a fait. Pas l'avenant, l'amendement, tu veux dire? Ah bon, j'ai cru qu'on avait voté l'amendement. Alors, bon, qui est pour l'amendement? OK. Et qui est pour la globalité de... Voilà, eh bien, très bien. Non, comme ça n'avait pas l'air d'être d'accord au départ, je ne comprenais plus, mais enfin bon, ça va, c'est clair, quoi. OK. Donc, nous avons terminé pour l'instant, parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à voir. La première, ce sont les questions orales. Donc, il y a 2 questions orales de Madame Aubry, qui n'est malheureusement pas là, mais qui est remplacée par Madame Linsel. Donc, je pense que c'est elle qui va nous donner lecture de ces 2 questions orales. Donc, je vous passe la parole. Premier point. Kergomar. Les parents d'élèves de l'école Kergomar ont appelé à un rassemblement que nous avons soutenu pour s'opposer à la fermeture d'une classe. Ce rassemblement était lundi 20 juin. Quelle information pouvez-vous nous communiquer ce soir suite à ce rassemblement ou par rapport à l'IA, enfin l'inspection académique, pardon. Très bien. Vous n'avez pas tout lu, Madame Linsel, c'est dommage, parce que ça aurait été intéressant, puisqu'il était indiqué que nous n'avons pas manqué de soutenir le rassemblement du 20. Hein, d'accord. Parce qu'en fait, voilà. Alors, comment ça s'est passé? Le 20, nous nous sommes tous levés de bonne heure, tout au moins un certain nombre. Nous étions 3 élus sur place. Moi, j'y étais à 8h moins 10. Il y en a 2 autres qui sont arrivés pratiquement à la même heure. Et nous avons eu 3 parents d'élèves. 3 et 3, 6. Et donc, nous avons attendu un certain temps, jusqu'à 8h20, 8h25, auquel on voyait. Et enfin, les parents sont arrivés, donc on s'est dit, ça va, on va avoir du renfort, on va pouvoir avoir quand même... voilà. Non, les parents arrivaient simplement pour déposer leur enfant, et tout de suite, dès qu'ils avaient déposé l'enfant, ils retournaient tranquillement, faisaient marche arrière, et ils repartaient. C'est un tout petit peu embêtant, parce qu'en fait... compte tenu je dirais, du bruit qui a été fait autour de ce rassemblement du 20, et notamment de la pétition, soi-disant réunissant plus de 1000 signatures, nous avions un représentant des renseignements généraux, mais affecté à l'éducation nationale, c'est-à-dire qui est là pour voir quelles sont les difficultés éventuelles que l'on pourrait rencontrer sur une cité, sur une ville, sur une école, etc. Bon. Un homme charmant. Bon, un homme charmant qui est là, qui a discuté. Bon, on a pu discuter longuement avec lui puisque nous étions très peu nombreux, donc il était facile de pouvoir s'exprimer et parler. Donc, ensuite, nous avons donc Madame Coiffard qui est sortie de l'école vers 8h25 pour accueillir les enfants. Donc nous avons décidé tout bonnement de nous quitter à 8h30 pour rentrer
moi à la mairie, les autres chez eux, je ne sais pas, mais enfin toujours est-il que voilà comment ça s'est terminé, le premier acte. Il y a eu un deuxième acte. Ce deuxième acte, c'était donc une demande. On avait fait une demande pour être reçu par Madame la Dazen. Donc, Madame la Dazen a eu la gentillesse d'accepter notre demande, à condition qu'il n'y ait que 4 personnes. Donc, nous y sommes allés hier, à 11h. Donc, il y avait Madame Coiffard, un responsable syndical, dont le nom m'échappe, mais que j'ai déjà vu lors d'autres manifestations de ce type, et puis une parente d'élève et moi-même. Nous avons été reçus non pas par Madame la Dazen, nous avons été reçus par deux personnes, néanmoins charmantes, qui ont écouté d'abord les doléances de Madame Coiffard, puis les doléances de Madame celle qui était la parente d'élève, et puis celle de la parole du responsable du syndicat. Et moi, je suis intervenu sur 2 sujets principaux dès le départ, c'est-à-dire, premièrement, la classe Ulysse, qui passerait de 8 à 12 et qui compliquerait nécessairement un peu la tâche des enseignants, puisque, vous le savez, la classe des Ulysses fonctionne à part entière à certains moments, mais ensuite les enfants sont réintégrés dans les classes à d'autres moments et donc viennent surcharger les effectifs qui seront déjà relativement conséquents. Donc c'est un point sur lequel j'ai positionné la discussion, sur lequel ça n'a pas eu l'air de... il y avait une dame qui prenait beaucoup de notes. Et puis, de tout le monde. Beaucoup de notes par rapport à ce que tout le monde disait. Et puis, j'ai bien entendu insisté sur l'hôtel social, j'ai essayé de faire comprendre à ces 2 personnes que l'hôtel social était vraiment à côté de l'école Kergomar, puisqu'en fait, seul un grillage séparait l'hôtel de la cour de récréation et qu'il était difficile quand même de dire qu'on allait mettre ces enfants-là ailleurs, notamment pour des gens qui n'ont pas de véhicule et puis qui ne sont pas toujours très à l'heure en ce qui concerne un éventuel passage de car. Mais là, on va pas, si on donnait un car, on ne sait pas où on les aura emmenés, quelle école. Bon, donc j'ai montré que là, il y avait aussi des difficultés à prendre en compte par rapport au fait que c'était des personnes qui venaient de Paris la plupart du temps maintenant, puisqu'en fait, il y avait le département n'était plus en cause dans l'apport au niveau de cet hôtel. Il n'y a plus non plus la préfecture, et maintenant, c'est directement Paris qui envoie donc des personnes dans cet hôtel. Et il ne nous envoie pas ce qu'il y a de mieux. Il nous envoie ce qui dérange le plus Paris, ce qui n'est pas forcément très engageant pour les enfants. Bon, c'est dommage parce qu'en fait, on pourrait, si on avait moins d'effectifs, c'est ce que j'ai dit, redonner à ces enfants une chance de pouvoir faire quelque chose plus tard. Bon, mais là, malheureusement, c'est assez compliqué. Les 2 personnes, il y en avait une qui ne disait rien, et la dame qui prenait beaucoup de notes, c'est celle qui était vraiment la représentante de la Dazen, a évoqué le fait qu'il était difficile pour la Dazen de prendre une décision dans la mesure où il fallait respecter l'équité. Bon, donc, moi j'ai écouté après, puisqu'en fait je laissais la discussion se faire avec les personnes concernées, et nous sommes arrivés quand même au bout de... On a tenu quand même 1 heure, hein, pas négligeable, hein, 1 heure pendant laquelle on a essayé d'apporter tous les arguments que nous pouvions. Et donc à la fin, j'ai voulu conclure en disant que, puisque Madame la Dazen se réfugiait derrière la notion d'équité, que je souhaitais mettre en avant le fait que, vraisemblablement,
et de façon certaine, sur la ville de la Cuambry, il n'y avait pas d'équité entre l'école Pauline Kergomar et les autres écoles de la ville, et que vraisemblablement, s'il n'y avait pas cette équité entre l'école Pauline Kergomar et les communes et les écoles de notre ville, il n'y avait pas d'équité non plus avec des écoles d'ailleurs, de certaines écoles d'autres villes. Et qu'en conséquence de quoi, pourquoi il n'y avait pas d'équité, je n'ai pas recommencé, mais j'ai dit simplement il n'y a pas d'équité puisque on laisse des effectifs importants alors qu'on sait pertinemment qu'à côté, il y a une difficulté énorme et qu'on va avoir en plus 4 enfants supplémentaires au niveau de la classe Ulysse. Voilà. J'ai donc terminé là-dessus. Ensuite, Madame la directrice a terminé sur un autre point qui était un peu en dehors, mais qui concernait quand même directement l'école. Et nous nous sommes donc quittés sur une impression de perte de temps de tout le monde. Donc j'espère que je me trompe, mais voilà. Mais je pense que il serait souhaitable, je ne sais pas si là on aura deuxième point si c'est diffusé, mais si je peux encore, et si quelqu'un est connecté au niveau de l'inspection d'académie sur ce conseil municipal, je souhaite vivement quand même qu'il y ait une réflexion de fait à ce niveau-là pour que au moins cette notion d'équité qui avait l'air de préoccuper essentiellement l'inspection d'académie soit véritablement prise en compte. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Il reste à nous attendre maintenant à un résultat. Alors, paraît-il qu'il y aura quand même un comptage d'effectués, paraît-il. Or, c'est rare qu'il y ait un comptage lorsque la décision a été une fermeture définitive, enfin, votée définitive. Généralement, le comptage, c'est quand il y a encore une fermeture éventuelle qui est potentielle, mais qui n'est pas... bon, enfin, voilà, donc paraît-il que c'est la seule chose qui semble avoir été notée comme étant une possibilité. Bon, on verra bien ce que ça donne à ce moment-là, mais sincèrement, je pense que ça sera difficile d'avoir gain de cause. On savait très bien qu'on aurait du mal quand même, mais en termes d'équité, je pense que l'équité, elle n'est véritablement pas respectée, et ça, c'est dommage. Voilà, ça, c'était le premier élément. Je crois que vous en avez un deuxième. Deuxième question, retransmission des conseils municipaux. Le conseil municipal est diffusé via YouTube. Je pense qu'il y a peut-être d'autres outils, mais nous, on l'a vu là-dessus. Pourquoi les 2 derniers ne sont pas plus disponibles de manière pérenne, voilà, alors que les précédentes, on les voit encore, on peut encore voir les anciens conseils municipaux. Alors, vous savez que on a commencé à faire ces enregistrements et cette diffusion lorsque nous étions réduits là-bas, dans le petit coin du hall de la mairie. Là. Donc là, on avait parfois quelques petits problèmes techniques, mais finalement, ça passait assez bien. Bon. Lorsqu'on est arrivé au premier conseil municipal ici, on a eu quelques difficultés. A priori, la retransmission s'est mal effectuée et celle-là n'a pas été prise en compte. Pour la deuxième, ça s'est bien passé. Le deuxième conseil municipal, ça s'est bien passé. Le seul problème, c'est que YouTube a supprimé ensuite, pour des raisons... Alors, soi-disant que la raison, ce qui est donné, c'est qu'il y avait des problèmes avec Google. Mais ça a été également supprimé sur la ville de Créteil, sans qu'on sache véritablement pourquoi. On pense que peut-être c'est lié au fait qu'il y a des logos sur nos... Parce qu'en fait, YouTube, là-dessus, est très, 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 très pointilleux. Il y a des logos sur nos tablettes. Alors, ce qu'on a... Bon, là, cette fois-ci, on a changé, puisqu'on va envoyer ça, on a envoyé ça sur Facebook. Hein. Mais de toute façon, on va mettre maintenant le logo de la mairie. Mais si ça se trouve, le logo de la mairie était également concerné par YouTube, on ne sait pas. Bon, donc là, effectivement, c'est eux qui l'ont enlevé. Donc malheureusement, nous ne pouvions pas nous attendre à cet élément-là. Et là, donc, on change et on va voir ce que fait Facebook. Mais si effectivement, on a fait tous ces frais pour que ça ne se diffuse pas, ça serait quand même un petit peu embêtant. Voilà.
Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions supplémentaires par rapport à ça? Non, normalement il n'y a pas de débat, mais puisque la réponse a été apportée. Alors, vous savez que... Oui, il y avait quelque chose à dire? Oui. Non, juste vous remercier pour les réponses, quand même. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc vous savez qu'au mois de mars, le 8, nous avons fêté la journée de la femme, que dans le cadre de cette journée de la femme, il y avait eu un petit questionnaire avec un certain nombre de choses. Donc, Maximilienne Defont, qui était à l'initiative de cette action, souhaiterait, pour ceux qui le souhaitent, puisque moi je considère que maintenant le conseil municipal est terminé et que là on est dans autre chose, hein, on est dans une autre démarche, souhaiterait vous dire quelques mots, puisque la personne, dans le questionnaire, c'est Simone Veil qui est arrivée en tête par rapport aux citations, et nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2022 et malheureusement Simone Veil nous a quittés le 30 juin 2017, donc elle souhaitait donc que vous parlez quelques instants de Simone Veil, vous présentez des éléments qu'elle va vous donner, mais ceux qui veulent s'en aller peuvent le faire. Je ne pense pas que Maximilienne s'en trouve vexée, puisque là, on a terminé le conseil municipal. Merci, Monsieur le maire. C'est une intervention très courte, hein, juste pour marquer le jour. Donc, je saisis cette date où nous tenons notre conseil avant les vacances d'été pour éveiller nos esprits un peu et nos consciences sur la personnalité de Simone Veil, en ce jour souvenir où elle a tiré sa révérence. Donc ça fait 5 ans aujourd'hui en effet. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait mettre dans nos vitrines juste derrière moi vous voyez pas par là, voilà. Il y a quelques ouvrages qui parlent d'elle, qui évoquent sa personnalité, la femme politique qu'elle a été, les grandes lois qu'elle a votées et puis les décisions qu'elle a dû prendre. Donc, cette exposition, je crois qu'on peut le retrouver aussi sur le site de la ville. Et voilà, donc c'est surtout par rapport à Simone Veil, je voulais qu'on retienne quand même qu'elle a marqué aussi bien la France que le monde entier. Son influence a été très, très marquée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette France qu'il a portée, où elle a quand même développé pas mal de choses. Sa force de conviction, pas mal d'actions qui ont été menées par Simone Veil. Donc je voulais vous inviter tout simplement à vous arrêter sur cette personnalité marquante de notre siècle et dont la mémoire suscite beaucoup d'admiration. Donc son action, c'est aussi bien sur la femme, sur l'enfance, sur les droits de l'homme, sur la culture. Puis voilà, donc c'est ça. Donc l'exposition, elle est là. Donc je crois qu'elle va rester quelques semaines. Et voilà, nous plongeons un peu dans Simone Veil, quoi, en souvenir de ce qu'elle a été, de la femme politique qu'elle a été, de la femme qu'elle a été, tout simplement, et puis de tout ce qu'elle a apporté à la France et au monde aussi, parce que moi, je connaissais Simone Veil avant de venir en France. Voilà. Merci à vous. Yann, pour cet élément qui nous permet de faire revivre quelques instants Simone Veil, qui était une femme formidable. Là, ce coup-ci, tout est terminé. Il me reste à vous remercier de votre participation. Merci d'être resté pour écouter Maximilienne. Et je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances, hein, puisque je pense qu'il n'y aura pas de conseil municipal au mois de juillet, il n'y en aura pas au mois d'août. Il y en aura par contre un au mois de septembre, mais rassurez-vous, ce n'est pas au début, ça sera le 29 septembre, qui est également un jeudi. Voilà. Donc, bonnes vacances à tous. Merci. Reposez-vous bien. Essayez de ne pas attraper cette saleté qui est encore en train de tourner, hein, parce que c'est mieux de partir en vacances sans avoir à se mettre en confinement quand on est au bord de la mer. C'est pas très agréable.
Voilà. Bon courage et surtout bonne soirée qui reste. Merci. Tout au moins ce qu'il en reste. Merci à vous.